Merci beaucoup Pascal Bouchard, merci aux organisateurs de ce débat, qui est pour moi extrêmement intéressant évidemment. Il y a beaucoup de points communs contre toute apparence entre Philippe Mérieux et en tout cas ce à quoi j'essaie de contribuer, et notamment cette préoccupation pour les conditions contemporaines de l'école. On ne pense pas à la question de l'école du point de vue de l'éternité, mais bien maintenant, ici-nous, dans des conditions politiques précises. Pour autant, si je comprends bien l'œuvre de Philippe Mérieux, ce qui évidemment est assez ambitieux vu qu'elle est particulièrement foisonnante, il y a un accent constant sur cette idée qu'il faut construire le commun et qu'après tout, c'est la mission fondamentale de l'école, cette idée de construire le commun, construire le vivre ensemble, et finalement une approche avant tout politique. Alors évidemment, c'est certain que faire école, ça ne peut pas se faire sans une conception de l'homme, sans une certaine forme d'anthropologie, et même sans une certaine forme de téléologie, c'est-à-dire vers quoi va-t-on, quel but de cette société, pourquoi la vie sur Terre, etc. C'est évident. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de neutralité possible, il n'y a pas d'école neutre. Et donc de ce point de vue-là, les révolutions en Amérique latine actuelles, avec cette idée d'une école neutre, sont un non-sens absolu. Il n'y a pas d'école neutre, et lorsqu'on se propose une perspective d'émancipation, c'est le corollaire de l'affirmation précédente, eh bien c'est particulièrement compliqué, parce qu'émanciper de quoi? Et pour aller où? Et quelles sont les vraies dominations? Est-ce qu'à notre époque, on n'est pas plus un problème de s'extirper du vide, et s'extirper de cette fameuse ère du soupçon qui conduit notre société à une maladie forte, notamment de la jeunesse, avec énormément de détresse, de phobie scolaire, de suicides particulièrement élevés des enfants? Est-ce que cette société du vide dans laquelle on est-ce qu'elle correspond au besoin de sens qui a toujours été le propre de toutes les sociétés, et le besoin aussi de la jeunesse? Donc, pour repartir de l'approche de Philippe, je dirais que oui, il faut prendre l'actualité, oui, il faut s'occuper bien sûr du bien commun, il faut veiller au vivre ensemble, il faut veiller bien sûr à l'idée de construire du commun. Ça serait particulièrement irresponsable d'imaginer une approche balkanisée dans laquelle chacun créerait son petit bien dans son coin contre le petit bien d'à côté. C'est évident. Et sans aspiration à la recherche partagée de la vérité, sans aspiration à l'idée d'arriver à des universaux sur lesquels on va pouvoir construire une cité et une harmonie sociale, il n'y a pas de raison possible, il n'y a pas de projet acceptable possible. Pour autant, faut-il à ce point être obsédé par cette idée de la sociabilisation, cette idée de l'école comme un creuset national, cette idée de l'école comme une institution, et cette idée qu'après tout, le meilleur moyen de construire du commun, c'est de mettre tout le monde en même temps, et tout le monde dans la même structure, avec le même programme, avec la même approche, sous le même cieux, entre guillemets, et dans la même institution. Est-ce que c'est le meilleur moyen, en mettant tout le monde ensemble, finalement, d'avoir ce vivre ensemble apaisé, alors que nous sommes tous profondément différents? Alors je rejoins Philippe Mérieux lorsqu'il dénonce, il n'en a pas parlé un instant, mais il en parle largement dans son œuvre, cette maladie actuelle de vouloir être reconnu dans son extrême singularité, dans son statut de victime, dans son statut, vous savez comment on dit en Grande-Bretagne, special, very special person. Cette idée qu'on est tout à fait absolument unique, comme on dirait un apax en littérature, une chose absolument sans comparaison. Alors tout le monde veut être reconnu comme une chose absolument sans comparaison. Si on suit cette idée folle, il faudrait à la limite une école par enfant. Et les parents voudraient une reconnaissance à l'infini de son enfant qui ne pourrait pas être évalué ni comparé à personne puisqu'il est unique. Alors évidemment, il ne faut pas aller dans de telles folies. Pour autant, cette idée de mettre tout le monde dans le même moule en se disant il faut absolument construire du commun en mettant tout le monde ensemble, et peu importe les différences des enfants, et peu importe les aspirations, et peu importe les différences des familles et leur aspiration et ce qu'elles donnent chez elles, est-ce qu'on va vraiment avoir un résultat efficace avec une même école, avec des horizons familiaux, des capitaux culturels familiaux différents? Est-ce qu'on va arriver, entre guillemets, à cette aspiration commune avec des différences si fortes à l'origine? Est-ce qu'il ne faut pas être plus réaliste? Est-ce que finalement l'approche de Philippe Mérieux, si brillante soit-elle, c'est indubitable, n'est pas fondamentalement utopiste?
Alors je crois que pour ma part, j'aurais une approche plus humble de la situation, en disant que bien sûr il faut construire du commun, bien sûr il faut avoir cette préoccupation-là, mais il faut surtout avoir la préoccupation de l'enfant. Alors, disant cela, je ne cherche pas à faire de la démagogie, parce que tout le monde prétend vouloir mettre l'enfant, le bien de l'enfant au centre du système, et chacun y va, de moi je pense au bien de l'enfant, vous n'y pensez pas, etc. Je ne caricature pas, en tout cas je ne souhaite pas caricaturer la position de Philippe Mérieux qui est extrêmement fine. Pour autant, si on part de l'enfant, si on part de cette idée que, et c'est d'ailleurs le mot même de notre fondation, hein, puisque c'est en chaque enfant faire éclore tous les talents propres à chaque enfant, si on part de cette idée-là, eh bien on se dit qu'il faut absolument avoir des écoles variées, précisément parce que les enfants sont variés, qui sont insérés dans des milieux variés, qu'ils ont des aspirations variées, et que la société, revenons à la société, a besoin de cette variété. La société a besoin de ces différences. La société a besoin d'une paix, bien sûr, mais elle a besoin de différences. Et si on revient à l'actualité de la société, ce en quoi elle est unique par rapport au passé, c'est que plus que jamais, on a besoin aujourd'hui de fameux talents disruptifs, comme on dit dans le jargon actuel. On a besoin de profils créatifs, d'êtres qui sont capables d'interroger les systèmes, de comprendre les sous-jacents, de savoir pourquoi c'est structuré comme ça. On a beaucoup moins besoin d'exécutants. On a beaucoup besoin de gens capables de rentrer dans un moule, de marcher au pas. Et si on veut avoir une préoccupation émancipatrice, je crois qu'il faut précisément être capable de former des êtres qui sont capables de prendre conscience des systèmes et des effets de pouvoir, des effets de domination et des rapports de force à l'œuvre pour pouvoir penser effectivement d'une manière qui soit à la fois libre, ambitieuse, et là où je rejoins Philippe Mérieux, c'est tourner vers la recherche de la vérité, sans laquelle, de mon point de vue, il n'y a pas de, de bien commun ni d'harmonie positive. Pour moi, là où l'école va mal, ce pourquoi où elle va mal, c'est pas fondamentalement qu'elle aurait renoncé, entre guillemets, à un référentiel commun, même si c'est évident qu'on a quitté les sociétés holistiques, si c'est évident qu'on est dans une société pluraliste, si c'est évident que deux personnes ensemble ont le plus grand mal à se mettre d'accord sur ce qui est le bien commun. Donc il faut bien en tenir compte. Donc pour moi, la réponse à ça, c'est un pluralisme contractualiste, en quelque sorte, tenant compte du fait qu'on n'est plus d'accord sur le bien commun. Et je suis la première à le déplorer. Et je pense que, et là-dessus, je pense qu'on se retrouve, mais Philippe Mérieux pourra le dire, bien sûr, il y a un drame qui est que dans nos sociétés démocratiques, on ne parle pas des finalités de l'école. On parle de tout sauf de ça. C'est bien pour ça que je vous... C'est pour ça que ce débat, normalement, est passionnant. Et comme on n'en parle pas, on ne peut pas se mettre d'accord sur la finalité de l'école, pas plus qu'on peut mettre d'accord sur la finalité globalement de la vie sociale. Et ce faisant, on se condamne à un échec, qu'on constate malheureusement largement de la part de l'institution, et des gens qui essaient de sortir pour dire on n'arrive pas au niveau global, essayons au moins de faire des petites républiques ouvertes, démocratiques, expliquant la règle du jeu et cherchant à ce niveau-là à expliquer les finalités. Donc si je résume ce que je comprends de l'essentiel, c'est-à-dire qu'on reconnaît tous les deux qu'il y a une hétérogénéité évidente des besoins et l'injustice venant de l'indifférence à la différence, hein, c'est tout à fait exact. La question c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce constat. Donc pour Philippe, la solution c'est au sein de l'école publique. Et moi je suis sceptique, tout simplement parce que je regarde les résultats, ça fait très longtemps qu'on essaie de faire au sein de l'école publique. Et on sait, et d'ailleurs vous le dites dans vos livres, on sait que l'école publique, aussi parce qu'elle est une institution centralisée, qu'elle est une institution corporatiste, elle a un véritable problème avec les expérimentations, avec la liberté des acteurs éducatifs. Elle a un vrai problème avec ça, et elle les caporalise. Et donc, cette liberté dont vous avez, vous, fait usage, et bon usage, me semble-t-il, d'ailleurs je remarque que c'était dans une école privée, que vous avez mis en place vos premières expérimentations de différenciation pédagogique, comme quoi ça a du bon, eh bien, cette école publique, elle a du mal à laisser les professeurs faire l'expérimentation, prendre des solutions adaptées, en réalité, aux besoins des élèves. Et c'est tellement vrai
qu'en regardant les statistiques internationales, qu'on peut critiquer, hein, on peut faire une conférence complète là-dessus, mais enfin, on voit très bien qu'on a un vrai problème en matière de réduction des inégalités. Hein, la France a la lanterne rouge pour ça. Et on voit très bien que, au-delà de notre discours qui est connu dans le monde entier pour dire la France met l'accent sur la réduction des inégalités, elle fait de l'égalité des chances le but numéro 1 de l'école, au-delà de ce beau discours, donc de ces valeurs proclamées, eh bien, les valeurs sous-jacentes à l'institution, les valeurs réelles telles qu'elles sont déployées dans les faits, ce ne sont pas ces valeurs-là. Ce sont d'autres valeurs. Ce ne sont pas des valeurs, en fait, qui produisent de l'égalité. Et j'en veux pour preuve, tout simplement, une réalité très très simple, qui est que la France ne propose pas du tout une école publique égalitaire, mais elle propose, et ça aussi vous le dénoncez, une école publique minée par la sectorisation géographique, par la sectorisation organisée par la carte scolaire obligatoire, et accélérée par le fait qu'à côté de cette école publique, il y a une école privée, évidemment, qui amplifie le phénomène, puisqu'elle n'est pas soumise à sectorisation. Donc on a certes un idéal qui est généreux, comme tous les idéaux en général. Cet idéal, c'est de dire, par l'école publique, on va avoir une égalité, on va avoir un vivre ensemble, on va pouvoir gérer l'homogénéité de manière intelligente. Mais moi, je vois les faits. Et les faits, c'est que le creuset national ne fonctionne pas. Il suffit de voir l'essor du terrorisme en France. Ces élèves sont... Enfin, ces terroristes, malheureusement, sont tous passés, j'y peux rien, je m'en félicite pas, par l'école publique. Donc c'est bien qu'il y a un problème pour susciter une adhésion au vivre ensemble. C'est moins qu'on puisse dire. Donc on a un vrai problème pour susciter le vivre ensemble. Hein, on ne peut pas contester cette réalité. On a un vrai gros problème. On a un problème d'égalité sociale parce que l'école publique est particulièrement inégalitaire et dans les résultats et dans les moyens financiers. Vous le démontrez aussi avec brio en expliquant que contrairement à l'image d'Épinal, l'argent dépensé par élève est bien plus fort dans les centres-villes que dans les banlieues. Donc on a toutes ces inégalités et à côté de ça un beau discours qui nous dit le salut dans l'école publique. Alors moi j'aimerais, je suis un pur produit de l'école publique. Je n'ai jamais mis les pieds dans l'école privée. J'aimerais que ce soit vrai, mais je constate que c'est très difficile pour des raisons structurelles, pour des raisons, en réalité, d'effets de système qui font que le système a du mal à respecter la liberté et des apprenants, et des professeurs, et des établissements, et qu'elle revient toujours à une centralisation, et que quand elle ouvre un petit peu la porte à l'autonomie des établissements ou l'autonomie des professeurs, ce qui d'ailleurs est un peu contradictoire en soi, on va pas y revenir, et bien la réforme d'après, hop, elle referme la porte. Hein, ça a été le cas avec les réformes Claire et Claire, notamment inspirées des expérimentations Legrand, que vous avez bien connues, Philippe. Eh bien, ces expérimentations permettaient de recruter sur profil, hein, des professeurs qui choisissent vraiment l'établissement. Et hop, ça avait été balayé, et puis maintenant on n'a plus tout ça. Donc à chaque fois qu'on va vers l'idée d'une équipe constituée de gens volontaires, pas de gens qui subissent, parce qu'un des drames de la banlieue, c'est que les professeurs qui sont là-bas sont des gens qui sont malgré eux là-bas. Et donc, évidemment, ils tournent extrêmement vite. Et je parle des professeurs. Hein, et ils tournent extrêmement vite, enfin la plupart, hein, majoritairement parlant. Et donc, du coup, il y a des résultats évidemment très difficiles. Donc, pour conclure là-dessus, vous nous dites la solution c'est dans le public, et vous, quelque part, dans vos écoles, bon c'est à mi-mot, mais enfin on comprend quand même, dans vos écoles, les gens se retrouvent dans l'entre-soi, finalement, quelque part, pour fuir la rencontre qui, elle, crée le commun. Et donc, dans vos écoles, vous balkanisez la France, finalement, et vous allez faire s'affronter des vérités contradictoires. Alors, je crois qu'il est important de regarder la réalité de ces écoles indépendantes. Il y en a 1400. Aujourd'hui, avec une croissance qui est exponentielle, puisque rien que cette année, il y a eu 157 nouvelles écoles ouvertes. Ces écoles sont extraordinairement variées. Si je regarde le stock actuel des 1401 établissements, hein, ça bouge tous les jours, donc aujourd'hui, d'abord vous avez 69% d'établissements aconfessionnels. Ça aussi, c'est complètement contraire à l'image d'Épinal. C'est 69% qui n'ont rien à voir avec la religion, premièrement. Et dans ces établissements qui n'ont rien à voir avec la religion, quand vous regardez par exemple sur les établissements ouverts cette année, hein, pour ne pas vous abreuver de chiffres à l'infini, eh bien, si vous prenez les établissements ouverts cette année,
vous avez par exemple 33% d'écoles démocratiques. Alors, il y a un boom des écoles démocratiques, évidemment, elles sont toutes petites. Vous avez 10% de publics spécifiques, c'est-à-dire des écoles qui sont faites pour des enfants dyslexiques, des enfants qui ont trouble d'apprentissage, qui ont telle ou telle difficulté cognitive qui nécessite un traitement spécifique, notamment tous les enfants aussi qui sont intellectuellement, enfin ce qu'on appelle enfants à haut potentiel. Vous avez des écoles, bien sûr, qui sont nos pédagogies qu'on appelle explicites, mais ça ne représente que 6%. Donc les écoles à la Jules Ferry, pour faire court, c'est 6% des créations. Vous avez tout un essor de 12% d'écoles bilingues, régionalistes et internationales, qui correspondent à un rattrapage au niveau mondial d'un retard français sidérant. La France est incapable d'offrir une éducation bilingue ou internationale aux gens qui le souhaitent. On a un retard d'attractivité colossal, et dans le cas du Brexit par exemple, c'est une catastrophe pour attirer les Brexiteurs. On est complètement à la ramasse sur ce sujet, si vous me permettez l'expression familière. Et on voit des reflets de phénomènes de fond. Par exemple, on a des écoles qui ouvrent qui sont éco-citoyennes, on a des écoles qui sont en gestion sociocratique, c'est-à-dire qu'en fait, les parents veulent que les enfants s'initient à la démocratie, s'initient à des réalités de développement durable ou de responsabilité plus large de la société à travers ces écoles. Tout ça pour dire que quand vous voyez la grille de présentation de ces écoles, vous ne retrouvez pas une logique de balkanisation idéologique. Vous ne retrouvez pas une logique de balkanisation confessionnelle. Si vous prenez une clé de lecture confessionnelle, par exemple, sur les ouvertures de cette année, vous avez donc 88% d'un confessionnel, 8% de catholiques, 2% de juifs, 2% de musulmans, 1% de protestants. Donc, j'ai envie de dire, il faut regarder les faits tels qu'ils sont. On a aujourd'hui un véritable essor pédagogique, et vous l'avez d'ailleurs expliqué dans de multiples livres, on a fait beaucoup de place aux sciences de l'éducation, mais à la pédagogie au sein de ces sciences de l'éducation, pas tant que ça. Et à la performance pédagogique, encore moins. Et quand on regarde la littérature en France, au sein des sciences de l'éducation, sur la performance pédagogique, par rapport à la littérature anglo-saxonne, elle est particulièrement pauvre. Donc ces écoles, en fait, cherchent à répondre à une approche qui n'est pas spécialement utilitariste, mais qui est une approche qui dit, on va mener une pédagogie en transparence, on va expliquer aux parents ce qu'on fait. Les parents vont venir parce qu'ils sont intéressés par cette pédagogie. On aura des valeurs qu'on va expliquer, ces écoles sont ouvertes, et vous allez venir, et si ça vous plaît, vous mettez vos enfants. Donc moi, je ne vois pas de danger de balkanisation idéologique ou bien confessionnalisante dans ces écoles, même si, bien sûr, il peut toujours avoir des instrumentalisations désastreuses, mais l'État est là pour veiller. C'est son rôle. Oui, sur la mémoire, c'est sûr que c'est fondamental, et c'est fondamental pour créer cette maison commune, pour créer ce commun. Et il faut constater qu'en France, dans le cadre des écoles soumises au programme officiel, l'histoire est vraiment la grande perdante de l'évolution des programmes, et la chronologie s'est complètement perdue. Et donc il n'y a plus de repères partagés, il n'y a plus de mémoire partagée, et on a d'un côté la plupart des écoles soumises au programme qui sont dans une espèce de déconstruction, enfin, du rapport au temps, rapport à la mémoire et rapport à l'identité et au passé. Et de l'autre côté, on a des écoles indépendantes, et pas qu'elles bien sûr, et d'autres écoles qui essaient de résister à ça et de reconstituer de la linéarité et l'identité à travers la mémoire. Donc je crois qu'il est urgent que l'école publique se ressaisisse de la question de la transmission du patrimoine et de la mémoire et du patrimoine historique pour faire ce vivre ensemble et cet héritage commun. Alors, je reviens à ce que disait directement Philippe. L'école commune réalisée par l'école publique. Pourquoi avec cette idée qu'on apprend ensemble dans la diversité et donc à l'école publique. Je voudrais citer une anecdote qui m'avait énormément frappée. Il y a quelque temps, j'étais à l'ambassade britannique et il y avait le recteur de Paris de l'époque, François Veil.
Et le ministre des écoles britanniques était là, lui dit « Nous avons à peu près les mêmes problèmes, c'est-à-dire très graves dans les deux cas, et nous avons trouvé une solution, nous créons des écoles complètement indépendantes, ça s'appelle Academies, et puis aussi, nous créons aussi des free schools, et voilà comment ça fonctionne, c'est très intéressant. En fait, c'est donné à des entités libres avec un financement public, et puis elles sont évaluées, etc. » Et là, le recteur de Paris le stoppe et lui dit « Je vous arrête tout de suite. Peut-être que ça fonctionne, mais ça ne nous intéresse en France pas du tout, parce que l'école est d'abord régie sur des considérations idéologiques. » Alors, pour un Britannique, vous imaginez le type de déclaration. Il nous a pris pour des fous, et il a voulu rentrer à Londres tout de suite. Eh bien, cette réalité, je voudrais qu'on arrive à s'en extirper. Il est temps de sortir l'école de considérations d'abord idéologiques. Lorsqu'on dit l'école publique ne marche pas, elle ne marche pas comme creuset national, mais il faut quand même faire l'école commune dans l'école publique. Mais alors pourquoi si elle ne marche pas? Pourquoi si elle n'arrive pas à créer ce commun? Pourquoi il faut absolument que ce soit public? Je pose la question. La question, c'est que ça fonctionne. Qu'elle soit publique ou privée, ce qui compte, c'est d'arriver à créer du commun. Est-ce qu'on arrive à créer ce commun? Est-ce qu'on arrive à créer cet amour de la France, cette envie d'être ensemble? Je crois pas. Alors, sur la question des délégations de services publics, vous savez que certains secrétaires généraux de l'enseignement catholique caressaient le rêve de présenter l'école privée sous contrat comme un délégataire de service public. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que l'Église ne tire pas sa légitimité en matière d'école d'un service public que lui donnerait l'État. Évidemment. Elle préexiste pour la bonne et simple raison qu'elle a toujours créé des écoles avant et qu'elle n'a pas besoin que l'État lui dise que c'est bien ou lui donne mission pour le faire. Mais l'État ne reconnaît pas l'Église. L'État reconnaît des écoles privées sous contrat. L'Église est hors jeu dans cette affaire. L'État n'a pas à intervenir avec l'Église. Il ne négocie pas avec l'Église. Enfin, l'État a quand même négocié avec le secrétaire général de l'enseignement catholique nommé par la conférence des évêques le statut en question. Alors, il n'y a pas de délégation de service public, il y a une association au service public. Donc, il y a deux systèmes avec une coopération de fait. Pourquoi? Parce que l'un a besoin de l'autre. L'enseignement catholique a besoin de l'argent et l'enseignement public a besoin que le privé fasse à moindre coût une partie de la scolarisation des enfants. Donc, c'est une entente de fait sans délégation de service public. Et c'est la bonne énarque qui parle sur ce sujet. Donc, s'agissant de l'obligation de mixité sociale, c'est vrai qu'il y a une différence à ce sujet, mais les financements sont aussi très différents. Le financement aujourd'hui reçu pour l'enseignement privé sous contrat est moindre que dans l'enseignement public, notamment à cause de la prise en compte de l'investissement. Donc ils ne sont pas financés au même niveau, ils n'ont pas les mêmes obligations. Alors, le sujet le plus important, c'était la question de savoir si c'est la famille qui doit éduquer ou si c'est l'État, et s'il faut vraiment présenter les choses à ce point de manière, comment dire, j'ai envie de dire un petit peu caricaturale. Le mouvement des écoles indépendantes ne correspond pas à une affirmation familialiste. Le mouvement des écoles indépendantes ne correspond pas à l'idée que seule la famille est capable de dire quelle école il faut faire, et ce serait une école domestique en quelque sorte, une sorte d'école à la maison, une sorte d'école propriété de la famille. C'est pas comme ça que ça se présente. Je crois que ça peut être un danger, vous avez raison de le pointer, mais c'est pas comme ça que ça se présente, parce que tout le monde sait très bien, en tout cas dans les écoles que je peux fréquenter, j'en fréquente beaucoup, que le rôle de l'école c'est d'introduire à la cité l'enfant. Donc l'école c'est un lieu de transition où l'enfant qui est d'abord, entre guillemets, j'ai envie de dire, objet de la famille de facto, sans être propriété naturellement, mais en tout cas qui naît dans une famille, va être introduit à la vie de la cité par une sorte de corps intermédiaire, de mini-cité qui est l'école. Et là, il y a quelque chose de très intéressant à observer chez nos amis les Britanniques. Les Britanniques disent, un enfant qui est petit a besoin d'appréhender le commun à travers une structure qui a sa taille. On ne peut pas devenir citoyen directement. On devient petit citoyen dans une école qui est une mini-cité, dans laquelle on va exercer des responsabilités, on va contracter des valeurs, des vertus, des habitudes de service, de responsabilité, d'identité au niveau de cette communauté. Alors évidemment, en France, en tant que communauté, on sort déjà la Kalachnikov. Mais les Britanniques, qui sont extrêmement marqués par l'empirisme,
disent qu'un enfant a besoin d'appréhender la communauté, d'appréhender le commun, à travers quelque chose qui a sa taille. Et donc l'école, on le dit aussi, mais on a du mal à l'accepter réellement. Donc en fait l'école, c'est un lieu qui est à mi-chemin entre la famille et la grande société, si on peut dire, qui est une petite société avec des règles faciles, dans lesquelles l'enfant va apprendre un certain nombre de valeurs qui vont lui permettre demain d'être un bon citoyen. Et donc, sur ce fameux débat de savoir si l'éducation c'est l'affaire de la famille ou si c'est l'affaire de l'État, c'est à l'évidence l'affaire des deux. Mais pour autant, je ne parlerai pas de coéducation, qui est une manière de noyer le poisson et qui ne résout rien, parce que lorsqu'il y a un enfant et qu'il y a une décision à prendre, il faut bien savoir qui doit trancher. Donc le principe, si on regarde le droit international et le droit européen sur la question, et même les traditions philosophiques, le principe c'est que l'enfant n'appartient pas à la famille, mais en tout cas tant qu'il est mineur, eh bien il va dépendre des décisions de la famille, et que ce n'est qu'en cas d'empêchement, d'incapacité, de défaillance de la famille que l'État va se substituer avec une procédure de responsabilité substitutive. Donc, il me semble qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, que le risque, disons, d'approche totalitarisante, si on peut dire, n'est jamais très loin. Et je veux revenir à la fameuse formule de Peyon, qui avait défrayé la chronique, et pas que à droite, et pas que dans les milieux familialistes. Cette idée que l'enfant devait être arraché aux déterminismes familiaux, religieux, sociaux, etc. par l'école, cette idée-là, qui est une idée qui vient directement de la Révolution française naturellement, cette idée, aujourd'hui, je pense qu'elle ne correspond pas aux attentes de la société. C'est une idée qui est une idée idéologique très marquée dans une conception des Lumières très datée, et je crois qu'aujourd'hui, on doit rentrer dans une pédagogie, dans une approche de la coopération au profit des intérêts de l'enfant. Intérêts d'enfant, et je vous rejoins Philippe, qui ne sont pas d'être enfermés dans le seul horizon qui serait l'horizon de sa famille. Il a droit à avoir de l'air, il a droit à avoir autre chose. Et c'est le rôle de l'école de lui montrer d'autres horizons, sans pour autant le rendre hostile et étranger à son ancrage d'origine, qui est sa famille et son milieu, etc., social et autres. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que l'éducation est un domaine régalien, il n'a jamais été en droit, il ne va pas le devenir. Donc l'État n'est pas, comment dire, vous ne l'avez pas dit d'ailleurs, hein, l'État n'est pas, comment dire, responsable de l'éducation par nature, alors qu'il est pour la justice, la police, la diplomatie, etc. Par contre, il ne peut pas se désintéresser d'éducation, mais il doit le faire dans le respect de la famille.